Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des livres et des lettres. Aujourd'hui, on va parler de mes meilleures lectures de l'année 2025. Pour vous faire un bilan très rapide, j'ai lu 39 livres et découvert également 9 livres audio. Les livres que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai pas classés par ordre de préférence parce que je suis tout bonnement incapable de faire ça. Ils sont par ordre chronologique. Les 5 premiers, je vous les ai déjà présentés dans d'autres épisodes du podcast, donc ce sera moins complet que lorsque j'en ai parlé la première fois. Par contre, les derniers, j'en ai pas encore parlé. C'est du coup de cœur de la fin de l'année, donc on va découvrir ça tous ensemble. On commence avec Cadavrexki d'Agustina Basterica, le premier coup de cœur de cette année. C'est un tout petit livre, il se lit assez rapidement, mais le malaise est très intense par contre. C'est une dystopie qui a été publiée en 2017 et dans laquelle un virus a éradiqué l'entièreté des animaux de la planète. Et pour contrer le manque de viande, il y a des élevages d'humains. Des humains qui sont élevés dans ce but, être mangés. Et dès le début de l'histoire, nous on suit Marco qui travaille dans un abattoir d'êtres humains. Et la période temporelle, j'ai trouvé, était très bien choisie parce que l'éradication des espèces animales ne remonte pas à si longtemps et donc finalement Marco il a connu l'avant, quand il y avait encore des animaux et qu'on n'était pas en train d'élever des êtres humains. Et donc via le personnage de Marco, on suit ce cycle de la viande humaine. C'est vraiment glaçant, très malaisant et en même temps assez hypnotisant d'une certaine façon. Le personnage de Marco est très intéressant dans son évolution parce que dans la première partie du livre, vraiment il nous sert juste à voir ce qui se passe. C'est un vaisseau, il est très transparent, vraiment spectateur de tout ce qui se passe autant que nous. Et puis finalement dans la deuxième partie, ça change et c'est nous qui devenons spectateurs de ce que Marco fait. Et ça vaut vraiment le détour. Les sujets abordés sont nombreux et vraiment impactants. Les limites de l'humanité, que peut-on accepter au nom de la survie de l'espèce, le cannibalisme évidemment, bien que ce soit clairement une critique du régime carnivore, mais aussi l'impact du vocabulaire sur notre acceptation d'une situation. Marco analyse beaucoup l'usage des mots dans cette histoire, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Comment est-ce qu'on manipule les mots, comment on les transforme, ou comment on peut en inventer de nouveaux pour rendre quelque chose d'horrible un peu moins horrible. Donc je pense que c'est assez clair, mais si vous avez une âme sensible, abstenez-vous, c'est vraiment violent comme roman. Il y a du sang, des morts, des exécutions, des viscères, des passages qui sont franchement immoraux. Mais pour moi cette lecture ça a vraiment été une réussite, même si ça m'a laissé la nausée et que certains passages sont vraiment terrifiants à lire. C'est très bien exécuté par l'autrice. C'est court comme je vous le disais, mais on est plongé très rapidement dans cette société futuriste. C'est amoral, c'est dégueulasse, c'est glaçant. Bref, si ces mots vous inspirent, si vous voulez une lecture choc sur le thème de la viande, si vous êtes déjà végétarien et que vous voulez rire un petit peu, allez-y sans hésiter pour Cadavre Exquis. Et j'avais un peu regardé ce que Agustina Basterica avait écrit d'autres. Et elle a notamment écrit The Unworthy, qui parle d'une femme dans un couvent alors que c'est l'apocalypse. Et j'avoue que ce résumé me donnait très envie aussi. Ensuite, on va parler de mon premier coup de cœur en livre audio. Je vous en ai déjà parlé, un petit peu bassiné avec même. C'est Tata de Valérie Perrin. Et un an plus tard, c'est toujours un coup de cœur phénoménal. Vraiment, j'ai adoré ce bouquin. On y suit Agnès, qui a 38 ans, c'est une réalisatrice à succès et elle a un petit peu de mal depuis le départ de son mari. Un jour, elle reçoit un appel de la police de Guignon, qui est sa ville natale, pour lui annoncer que sa tante Colette est décédée. Bémol, Colette est déjà morte. Agnès se rend donc sur place pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Ça, c'est le résumé juste des toutes premières pages, mais c'est le début d'une très grande aventure. L'histoire prend beaucoup plus d'ampleur que ça. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré cette lecture. J'ai eu tellement mal au cœur quand je l'ai terminé. Sur le bandeau du roman en librairie,
il y a écrit « Il n'y a pas de gens sans histoire ». Et cette phrase pour moi résume vraiment, vraiment le roman. C'est plein de personnages, un peu banals, mais qui nous content tous leurs histoires dans ce texte, leurs relations avec les gens. Il y a beaucoup de personnages, mais on s'y attache vraiment à chacun. Ils sont tous développés. Dans mon résumé, là, je ne vous parle que d'Agnès et de Colette. C'est leur histoire surtout à elles deux qui est contée, mais c'est aussi l'histoire de tellement d'autres gens. Il y a plein de vies dans ce récit qui s'entremêlent, se rapprochent, s'éloignent en permanence. Et c'est une sublime lecture. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai encore pleuré, et j'ai ressenti tellement d'émotions à l'écoute de ce livre. C'est plein de vie et de tout ce qui fait la vie. C'est vraiment une ode à l'amour, à l'amitié et aux relations humaines. En plus, l'adaptation est vraiment réussie, les voix sont parfaites, la lecture est très agréable et il y a plein de petits sons qui sont rajoutés qui apportent beaucoup au récit. Donc si vous cherchez une histoire passionnante, pleine de vie, pleine de personnages vivants et attachants, eux-mêmes plein de tout petits détails qui leur donnent encore plus de vie, si vous aimez les secrets de famille, mais pas les secrets de famille sombres et mauvais, les bons secrets de famille, si vous aimez les romans sur l'amitié, sur la famille, sur les liens, si vous aimez lire sur des gens tout simplement, découvrir leurs histoires, leur vie, aussi simples qu'elles paraissent, et si vous voulez ressentir tout un tas d'émotions, rire, pleurer, et plonger tellement profondément dans Guignon que vous aurez l'impression que c'est chez vous, alors foncez pour Tata. Vraiment pour moi, c'est une pépite et un coup de cœur phénoménal de 2025. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur également pour Wayward de Chuck Wendig. Wayward, c'est la suite du super roman Les Somnambules, dont le titre en VO est Wanderers. C'était un de mes coups de cœur 2024, et je milite fortement pour que tout le monde lise ce livre. Il peut faire peur parce que c'est un petit pavé, mais il se dévore tellement il est passionnant. Donc dans ce tome 1, parce que je vais pas vous raconter l'histoire du tome 2, mais dans le tome 1, Les Somnambules, tout commence avec des gens qui se mettent à marcher dans la même direction, les yeux dans le vide. Ils ne parlent plus, ils sont inarrêtables, ils ont l'air vraiment possédés, mais ils marchent. Ils avancent tous dans la même direction, ils marchent. Et nous lecteurs, on suit plusieurs personnages, Shanna, dont la sœur fait partie des marcheurs, ou des somnambules, et qui la suit parce qu'elle refuse d'abandonner sa petite sœur alors que personne ne comprend ce qu'il se passe. On suit également Benjamin qui travaille pour le CDC, le Center for Disease Control, et qui étudie le phénomène, essaye de lui trouver une explication. Et en plus de ça, on voit comment ce phénomène est traité par la presse, par les politiques, par les réseaux sociaux, par les complotistes. Et ça prend une ampleur de folie. Il se passe beaucoup de choses, il y a énormément de rebondissements, d'actions, et je suis assez surprise que ce ne soit pas encore adapté en série parce que ça a vraiment le potentiel pour être excellent. Les personnages sont hyper attachants, l'histoire est passionnante, et ne vous inquiétez pas puisque la trame du tome 1 elle est bouclée à la fin, mais l'auteur ouvre la porte sur vraiment toute autre chose. Et cette fin, moi, ça m'obsédait tellement que j'ai fini par acheter le deuxième livre en anglais alors que j'avais lu le premier en français. Et j'ai passé encore un très bon moment de lecture. J'étais ravie de retrouver tous les personnages du tome 1 et l'ambiance n'était pas du tout la même que dans le premier puisqu'on sent que Chuck Wendig commence à glisser tranquillement vers des récits horrifiques. Et c'est ce qu'il écrit depuis d'ailleurs. Je vous préviens, il faut quand même aimer la science-fiction pour se lancer là-dedans. C'est une très bonne duologie d'anticipation. Pour ma part, moi j'ai adoré tout y était, l'histoire, l'écriture, les personnages, leur évolution, et puis l'ambiance si particulière du deuxième tome. Je vais poursuivre avec Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, qu'on a beaucoup vu passer sur les réseaux, notamment TikTok, et quand je me suis lancée dedans, j'étais pas vraiment certaine que ça me plaise et qu'ils répondent à mes attentes. Je me méfie un petit peu des livres qu'on voit partout, parce que j'ai tendance à les surcoter, à imaginer que ça va être grandiose, et du coup je suis un peu déçue. Donc j'étais dans cet état d'esprit-là quand j'ai commencé, et finalement carton plein, j'ai adoré. C'était la première fois que je découvrais un livre de Taylor Jenkins Reid, et ça m'a complètement séduite. On suit l'histoire de Monique,
journaliste dans la trentaine qui stagne un peu dans sa carrière et qui est réclamée en personne par la légendaire actrice Evelyne Hugo, qui va sur ses 80 ans et qui souhaite raconter la vérité sur sa vie. Evelyne, elle est mondialement connue, mondialement récompensée et elle s'est mariée 7 fois, d'où le titre. On alterne donc entre le présent avec des échanges entre Monique et Evelyne et des chapitres du passé dans lesquels Evelyne nous raconte elle-même sa vie. Et quelle vie, vraiment c'était incroyable. La toile du fond du roman m'a beaucoup plu, le milieu du cinéma, les réalisations de films, le show business, la presse people, les tapis rouges. Ça fait vraiment un super environnement pour une histoire. Et l'histoire en elle-même est vraiment belle. C'est une histoire d'amour, un réel hommage aux différents amours qui peuvent exister et coexister. L'amour passionnel, l'amour familial, l'amour qui lie deux véritables amis. On trouve dans ce livre beaucoup d'amour et beaucoup de ce qu'on est capable de faire par amour. Donc finalement, ma crainte de lire quelque chose de purement divertissant a été très vite balayée. Les thèmes sont nombreux, actuels, impactants, et c'était tout ce que je voulais au moment où j'ai lu cette lecture. On parle d'amour, de célébrité et des médias, comment on peut les manipuler, ces médias, comment les informations qu'ils donnent ne reflètent pas forcément la vérité. On parle aussi du succès, de ce qu'on est prêt à faire pour l'obtenir, mais aussi de la condition particulière de la femme, que ce soit face au succès, à la réussite ou à sa carrière. C'est vraiment un roman bien plus profond que ce qu'on peut en penser initialement, et je vous invite chaudement à le découvrir, surtout si vous aimez le milieu du cinéma, si vous êtes une femme et que la condition de la femme vous intéresse, et si vous voulez une très belle histoire d'amour. On continue avec la trilogie Millennium de Stieg Larsson, dont j'ai parlé il y a vraiment très peu de temps, mais après des années d'attente, je me suis enfin lancée dans Millennium, cette saga qui était sortie en 2005 et dont on parlait beaucoup. Mais à l'époque, j'étais un petit peu jeune pour le lire, et après, je l'ai pas forcément lu. Donc nous voilà en 2025 à se lancer dans Millennium 20 ans après. Un petit peu d'appréhension pour ma part, parce que comme il est sorti il y a longtemps, j'avais un peu peur que ce soit extraordinaire pour 2005, mais un petit peu banal pour 2025. Le premier tome fait 600 pages environ, et on y suit Mikael Blomqvist, journaliste à Stockholm, pour une revue d'investigation sociale et économique qui s'appelle Millennium. Il est appelé par Henrik Wanger, un ancien chef d'entreprise, une grosse entreprise, qui lui demande de reprendre l'enquête sur la disparition de sa nièce datant d'il y a 40 ans lors d'une réunion de famille. Pour lui faciliter les choses, Michael se rend sur l'île privée de la famille, donc là où a eu lieu la réunion durant laquelle a disparu la nièce d'Henrik Wanger. C'est l'hiver, on est en Suède, il fait froid, il neige, les personnages n'arrêtent pas de boire du café, et donc on est dans cet univers-là et on suit cette enquête sur un drame familial. J'ai adoré, je l'ai lu hyper rapidement, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre aussi vite. L'enquête se déroule bien, les indices sont bien amenés, et on en arrive aux conclusions en même temps que les protagonistes. La toile de fond pour moi a tout fait. J'ai adoré être embarquée sur cette petite île suédoise, un peu isolée de tout, dans le froid, et j'ai également beaucoup aimé le côté enquête journalistique du fait de la profession de Michael et de l'existence de son journal. Ça apporte vraiment une substance particulière, et ça donne envie d'écrire des articles aussi. Méfiance tout de même si vous commencez ce livre, ce n'est pas pour rien qu'on ne m'a pas laissé lire ce roman quand j'étais plus jeune. Il y a beaucoup de scènes trash, et quand je dis trash, c'est vraiment trash. On retrouve des scènes de violence faites aux femmes notamment. Et c'est d'ailleurs la toile de fond de ce premier livre, puisque Stieg Larsson nous livre des statistiques effarantes tout au long du livre. Et j'ai enchaîné tout de suite avec le tome 2 et le tome 3, même si j'avais un peu peur de ce côté saga. J'avais pas envie qu'on se retrouve avec le même groupe de personnages qui enquêtent sur des affaires différentes à chaque livre. J'aime bien lire ça de temps en temps, mais plutôt dans les cozy mystery. C'était pas ce que je voulais pour Millennium, parce que pour moi ça avait l'air un peu plus ambitieux que ça dans la construction de l'intrigue, et j'ai pas été déçue non plus sur ce point, puisque l'enquête est close à la fin
du premier tome, on a toutes les réponses. Par contre, il y a bien un fil rouge entre le tome 2 et le tome 3, mais c'est bien amené et c'est très bien géré. J'ai adoré les 3 livres, beaucoup d'action, des personnages intéressants à suivre, à qui on s'attache vite, et ce côté journal, enquête journalistique, que j'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin. Le premier tome reste mon favori, parce que rien que pour l'ambiance hivernale, l'île familiale, vraiment ça a été au top. Il me reste le tome 4 dans ma bibliothèque à lire, mais j'attends un petit peu avant de me lancer, je vous avoue que j'ai un petit peu peur, mais je découvrirai sûrement ça en 2026. À partir de maintenant, on passe sur des livres dont je n'ai pas encore parlé sur le podcast, donc ça va être un petit peu plus étoffé. Et on commence tout de suite avec D'autres vies que la mienne d'Emmanuel Carrère, qu'il a publié en 2009. J'avais envie de le lire parce que j'avais vu une vidéo de Émile Roy sur YouTube où il lit un extrait et que j'avais trouvé particulièrement poignant. Et donc je me suis lancée. On débute l'histoire au Sri Lanka lors du tsunami de 2004, où Emmanuel Carrère se trouvait en vacances avec sa famille. Il a été témoin de la catastrophe et du décès de Juliette, 4 ans, la fille d'un couple avec qui il s'était lié. Donc on les suit dans l'horreur, littéralement. Et après, Emmanuel Carrère retourne à Paris où l'attend une nouvelle tragédie concernant une autre Juliette, la sœur de sa compagne qui a un cancer. C'est un beau récit, même si le résumé est très tragique. C'est plein de vies et d'histoires différentes qui s'entremêlent. C'est un texte à mi-chemin entre le récit biographique, parce qu'Emmanuel Carrère n'y parle pas de son histoire à lui, mais bien de celle de Juliette, sa belle-sœur. Mais on est aussi à mi-chemin avec le reportage sur le monde juridique, puisque Juliette est juge spécialisée dans le surendettement. J'avais lu pas mal de commentaires sur cette partie qui n'était pas élogieux, et pourtant, personnellement, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé cela très intéressant, cette plongée dans le monde juridique. J'ai aussi beaucoup aimé la plume d'Emmanuel Carrère qui est splendide. Dans ce roman, il y a beaucoup de questions de maladie, de fin de vie, de deuil, mais d'histoire, d'amour aussi et de famille. J'ai trouvé que c'était très bien fait, très émouvant, triste et très beau à la fois. Ça a été pour moi un vrai coup de cœur et j'ai très hâte de découvrir d'autres romans d'Emmanuel Carrère, y compris L'Adversaire qui me fait vraiment de l'œil. Il en parle d'ailleurs dans D'autres vies que la mienne, et c'est un livre dans lequel il retrace ses entretiens et ses rencontres avec Jean-Claude Roman, un homme français qui a menti à sa famille pendant des années en se prétendant médecin et qui a fini par tous les assassiner. Donc après un récit aussi émouvant, poignant et intime que D'autres vies que la mienne, je suis très curieuse de découvrir Emmanuel Carrère dans un livre construit autour d'un criminel. Ensuite, j'ai découvert Du domaine des murmures de Carole Martinez, qui est sorti en 2011. J'ai trouvé ce livre lors d'une foire aux livres et je ne sais plus trop où est-ce que j'en avais entendu parler initialement. Mais le résumé donne très envie puisqu'on suit Esclarmonde, 15 ans, qui refuse de se marier. Donc pour l'époque, on est aux environs de 1200. Autant vous dire que le mariage est un peu le passage obligé, surtout pour une fille de bonne famille comme c'est le cas ici. Et donc pour échapper à ce mariage, Esclarmonde décide de s'offrir à Dieu et à sa foi en se faisant emmurer dans une chapelle. Oui, rien que ça. C'est donc ça qu'on suit dans ce roman, c'est cette jeune fille qui se retrouve volontairement enfermée dans cette chapelle, dans le but de se donner complètement à sa foi. On pourrait se dire, mais qu'est-ce que l'autrice va nous raconter pendant 200 pages, alors que la protagoniste est coincée dans une cellule, avec pour seul contact avec l'extérieur une toute petite fenêtre? Eh bien, ne vous en faites pas, il s'en passe des choses. Je ne vais pas développer pour ne pas spoiler le récit, mais j'ai dévoré ce roman, c'était une superbe lecture. J'ai adoré les thèmes abordés, comme la foi forcément. Esclarmonde passe beaucoup de temps à réfléchir sur Dieu, sur les actes religieux. Mais on aborde aussi d'autres thèmes comme la place de la femme à cette époque charnière, le rapport au mariage, la famille, les péchés, les saints, les miracles. Les thèmes sont vraiment très variés et sont très bien incorporés à ce récit si unique. Et l'écriture est splendide, très lyrique. Carole Martinez, elle fait vivre ses mots avec une beauté à couper le souffle.
Je ne peux que vous le conseiller si vous aimez les histoires originales avec des thèmes impactants, si vous êtes friand de belles plumes, et enfin si vous n'avez pas peur de plonger dans un récit empreint de tragédie moyenâgeuse. Ce livre a eu le prix Goncourt des lycéens en 2011, c'est plus que mérité, et forcément il m'a donné envie de découvrir plus de Carole Martinez, qui a 59 ans, qui est française, et qui a pas mal publié notamment Le Cœur cousu, qui a reçu 16 prix littéraires, mais aussi le roman La Terre qui penche, qui se passe au même endroit que Le Domaine des murmures, mais 2 siècles plus tard. Et en 2024, elle a publié Dors ton sommeil de brute, qui est une dystopie et dont le résumé donne super envie. J'ai eu un coup de cœur pour Le Livre des Baltimore de Joël Dicker. C'est le 3e tome de la trilogie qui regroupe les aventures de Marcus Goldman, et ma maman l'avait beaucoup aimé, donc j'avais très envie de le lire aussi. On est cependant sur une construction très différente dans le récit. À noter, pas besoin d'avoir lu les premiers pour lire celui-ci. Personnellement, moi j'ai lu que La vérité sur l'affaire Harry Kéber, et je n'ai pas encore lu l'affaire Alaska Sanders. Ça m'a pas du tout gêné dans ma lecture. Donc on n'est pas sur une enquête menée par Marcus, comme on a pu voir lors de l'affaire Harry Kéber. Ici on est sur une biographie fictionnelle, puisque Marcus nous raconte l'histoire de son oncle et de sa famille, la branche Baltimore de la famille Goldman. Et on alterne notre point de vue du passé avec le jeune Marcus, ses cousins, les secrets familiaux, et un point de vue au présent où l'on sait qu'un événement grave a eu lieu, mais sans réellement savoir ce qu'il s'est passé. J'ai beaucoup aimé cette lecture parce que j'ai trouvé que c'était très bien fait. On se croirait réellement dans une autobiographie, dans un réel hommage à des personnes existantes. Donc forcément, les personnages ont l'air si vrais qu'on s'y attache à toute vitesse. Nous aussi, on a l'impression de faire partie du clan des Goldman, on suit leur aventure, leur jeunesse, leur marche vers l'âge adulte, et on découvre les secrets avec eux. C'est une belle histoire de famille, bien que tragique, et j'ai beaucoup pleuré à la fin. Je réitère mon avertissement, mais ne vous lancez pas dans ce roman en attendant une enquête palpitante, comme Dicker sait si bien le faire. Ce n'est pas ce que vous trouverez dans ce livre. Il faut être bien au clair avec cet élément pour pouvoir apprécier pleinement cette histoire. Allez-y si vous aimez le personnage de Marcus Goldman et que vous voulez en savoir plus sur sa famille du côté de son père. Allez-y si vous voulez une histoire de famille, de secrets, de tragédie. Une histoire humaine, belle et triste à la fois. Ce livre vaut vraiment le détour, mais si vous le lisez en attendant une enquête folle, vous allez être déçus et c'est très dommage de ne pas laisser sa chance à ce roman. Bon, ça m'a donné envie de continuer à lire du Joël Dicker, puisque j'avais aussi beaucoup aimé La vérité sur l'affaire Harry Kéber et Les derniers jours de nos pères. Je le trouve très doué pour donner vie à des personnages humains, attachants, et à des univers vivaces qui vous emportent. Ensuite, un gros coup de cœur en livre audio, c'est Mamie Luguerre de Benoît Philippon qui est sorti en 2018. C'est le résumé qui m'a donné envie de le lire parce qu'il est complètement loufoque, mais aussi un peu la couverture qui attrape l'œil avec une représentation d'une vieille dame qui est en train d'être photographiée par la police. Et on commence tout de suite sur les chapeaux de roue avec Berthe, 88 ans, qui s'est retirée dans sa chaumière après avoir tiré sur son voisin et qui continue à user de sa carabine sur les gendarmes qui tentent de l'arrêter. Elle finit quand même par se retrouver en garde à vue et à raconter son histoire au commandant Ventura. Et c'est une histoire de folie. Le fond de ce texte est beaucoup plus profond que ce qu'on peut imaginer au premier abord. Une petite vieille toute frêle qui nous raconte son passé, pourquoi pas. Mais l'auteur utilise justement ce tableau de dame âgée aux répondants très vifs pour nous amener dans le passé de Berthe et amener des sujets bien plus impactants et qui sont toujours très contemporains. On parle de beaucoup de choses dans cette histoire, de famille, d'amour, de violence, de maternité, de la place de la femme dans la société. Il y a des passages violents, très très violents même. Méfiez-vous de l'aspect humoristique et léger qui est amené par le tout début du roman. C'est vraiment que la face visible de l'iceberg. Et concernant la forme du texte, l'écriture est hors norme, réellement. C'est intelligent, truffé de jeux de mots bien placés, des mots qui se répondent les uns les autres, et le tout avec un très bon rythme. J'étais autant émerveillée lors de mon écoute
par la construction du texte que par l'histoire en elle-même. Et l'audio est également très bien exécuté, c'est un plaisir à écouter. Pour moi, Mamie Luger a été un formidable coup de cœur et je ne peux que vous encourager à découvrir cette histoire. Surtout si vous voulez quelque chose qui change, quelque chose de puissant, de bien écrit, de bien fait, qui aborde des sujets graves et sérieux mais en conservant une balance parfaite avec l'humour et la rigolade. Mamie Luger vous fera sourire, pleurer et croyez-moi, vous ne regretterez plus jamais votre voisine de 90 ans, 45 kilos de la même façon. C'était la première fois que je découvrais le travail de Benoît Philippon et comme vous l'avez compris, je n'ai pas été déçue du voyage. Pour le présenter rapidement, c'est un auteur et réalisateur français de 49 ans. Il a publié 4 autres romans dont Cabossée, Joueuse Petiote, dont je n'avais jamais entendu parler personnellement. Et il a également participé à la réalisation de films d'animation comme Mune, le gardien de la lune. Bon, si l'occasion se présente, je découvrirai avec plaisir un autre livre ou même un film de Benoît Philippon. Et on continue avec un autre livre audio qui a été un coup de cœur, c'est le tome 1 des Dames de Marlowe Enquête. Mort compte triple par Robert Thorogood, sorti en 2021. On y suit Judith Podds, 77 ans, dame britannique vivant au bord de la Tamise dans la ville de Marlowe, et dont l'activité principale est de créer des grilles de mots croisés. Son quotidien est chamboulé par la mort suspecte de son voisin, sur laquelle elle commence donc à enquêter. Se joignent ensuite à elle Bex, la femme du vicaire, et Suzy, promeneuse de chiens et commère de compétition. On découvre tout un tas de personnages hauts en couleur, on boit du thé, mais aussi du whisky, on remplit les grilles de mots croisés fournies avec l'histoire, et oui, 3 grilles de mots croisés à remplir à 3 moments du roman. Et on prend beaucoup de plaisir à tout ça. La toile de fond de cette histoire m'a énormément plu. Ce côté so british, c'est vraiment unique. L'enquête est sympathique à suivre. Ce n'est pas le thriller du siècle, mais personnellement ce n'est pas ce que je cherche lorsque je me lance dans un cozy mystery. Pour ce genre-là, je préfère un lieu et des personnages attachants, avec un petit quelque chose de réconfortant, et c'est exactement ce qu'on retrouve ici. De l'amitié, de l'entraide, de l'humour. Concernant l'adaptation en audio, c'était vraiment très bien fait, ça ajoute un charme certain à l'histoire. C'est un des meilleurs audios que j'ai pu écouter, avec vraiment différentes intonations et accents faits par la personne qui lit. C'était un plaisir. La bonne nouvelle, c'est que j'ai encore 3 autres tomes à écouter après celui-ci, toujours lu par la même personne, donc je suis enchantée à l'idée de me replonger dans cet univers. Et vous pouvez aussi vous y plonger si vous aimez les petites villes anglaises, le thé, l'amitié, les cozy crimes en général, et si vous cherchez une lecture réconfortante qui vous enveloppera comme un plaid tout doux, avec un peu de mystère quand même, enquête oblige. Et j'en ai profité pour me renseigner un tout petit peu sur Robert Thorogood, auteur et scénariste britannique de 54 ans, qui a notamment écrit la série Death in Paradise ou Meurtre au paradis, qui est une série franco-britannique. Et d'ailleurs, j'ai découvert aussi que les livres des Dames de Marlowe Enquête ont été adaptés au Royaume-Uni en série sous le titre de The Marlowe Murder Club. Et on va terminer avec le dernier coup de cœur de cette année 2025 que j'ai lu au mois de décembre, et c'est L'année de la pensée magique de Joan Didion, qui a été publié en 2005. Joan Didion, j'ai déjà dû vous en parler, c'est une autrice américaine née en 1934 et décédée en 2021, et elle a écrit L'année de la pensée magique, l'année qui a suivi le décès inattendu de son mari, qui est mort d'une crise cardiaque alors qu'ils allaient passer à table à leur domicile à New York. C'est un ouvrage très connu de Didion que l'on voit beaucoup passer. Pour ma part, j'ai surtout lu ses romans et pas du tout d'essais ou d'ouvrages plus personnels de sa part. Mais je suis depuis toujours sous le charme de son style si particulier, et Un livre de raison est un de mes textes préférés de tous les temps. Donc je me devais de découvrir cet ouvrage-ci. Je me l'étais gardé exprès pour le mois de décembre, et j'ai eu un décès dans ma famille proche. Donc en toute logique, je me suis demandé si c'était vraiment une bonne idée de me lancer dans un livre sur le deuil. Et comme je ne me voyais pas du tout lire autre chose, j'ai sauté le pas.
Et finalement, ça m'a fait du bien de lire les mots de quelqu'un d'autre sur le deuil. Je me suis retrouvée dans beaucoup de ce qu'elle a écrit, bien que nos deuils soient un peu différents. Moi, j'ai pas perdu l'homme qui a partagé ma vie pendant de longues années, comme Joan Didion, mais tout de même, ça a beaucoup résonné en moi. L'écriture de Didion est toujours aussi unique et indéfinissable. Elle raconte la vie vraiment avec justesse et finesse. Elle parle aussi dans ce livre de la maladie de sa fille, donc elle utilise beaucoup de termes médicaux que les soignants ont utilisés avec elle ou qu'elle a pu trouver en faisant des recherches par elle-même. Et c'est une partie que j'ai également trouvée très très intéressante, justement sur le vécu des familles lorsqu'un proche est hospitalisé et qu'on est envahi par tout ce jargon médical, tout ce qu'on peut essayer de faire finalement pour comprendre, s'accrocher. C'est un récit vraiment poignant et bouleversant du début à la fin. Je trouvais du réconfort à suivre le cheminement de Joan Didion après le décès de son mari, tellement c'était criant de vérité et que je me suis retrouvée dans ces mots. Ça m'a aussi donné envie de découvrir le travail de John Gregory Dunne, donc l'époux de Joan Didion, mais également de redécouvrir un livre de raison, puisqu'elle raconte un souvenir d'une discussion qu'elle a eue avec son mari, où il parle du sous-texte d'un des dialogues de ce livre, et ça m'a profondément donné envie d'y retourner. J'ai beaucoup apprécié les souvenirs qu'elle livre dans ce texte, puisqu'on est plongé dans leur vie, à elle et à John, tous deux écrivains, tous deux scénaristes. On les suit à New York, en Californie, à Hawaï, alors qu'ils travaillent ensemble, et j'ai trouvé ça magique, puisque clairement ça représente la vie d'artiste idéale telle que je me l'imagine. Écrire, voyager, flâner à New York, à la recherche d'un restaurant, passer des soirées à analyser la construction de certains textes. C'est tout ce qu'ils faisaient ensemble et j'ai vraiment trouvé ça parfait. J'aurais du mal à trouver les mots justes pour vous conseiller ce livre, mais c'est tout simplement la façon dont une femme écrivain fait le deuil de son amour décédé brutalement en écrivant. Je peux aussi vous le conseiller si vous êtes soignant pour toute la partie où elle se retrouve dans les hôpitaux à échanger avec des soignants justement. Je trouve ça toujours très intéressant de lire des témoignages de personnes qui ne sont pas dans le domaine de la santé et qui sont propulsées au milieu des hôpitaux parce qu'un proche est malade, comme c'est le cas ici. On en apprend beaucoup sur la communication, la sidération des familles, sur leur représentation de la maladie, de certains traitements ou de certains mots qu'on utilise. En tout cas, pour moi, l'année de la pensée magique fut un énorme coup de cœur. Sûrement parce qu'il m'a trouvé au moment où j'en avais besoin et parce qu'il m'a touchée par sa justesse concernant la vie et les pertes que l'on peut traverser. Et voilà, j'en ai terminé avec mes coups de cœur de l'année 2025. Ça va être un très très long épisode. Je vois le temps qui défile. Mais écoutez, 2025 c'était plutôt une bonne année de lecture. Donc c'est ça qui compte. Très prochainement, je vous ferai un épisode sur mes objectifs globaux de l'année 2026 en termes de lecture. Un petit point sur ma pile à lire, les livres que j'ai très hâte de lire, etc. Et un épisode que je vais appeler Vrac de fin 2025 où je vais mettre tous les livres que j'ai lus et qui n'ont pas encore été chroniqués dans le podcast. Il en manque quelques-uns et j'aimerais bien commencer 2026 à zéro au niveau de mes chroniques de lecture. Donc voilà tout ce qui se profile au niveau du podcast. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, que vous avez trouvé de nouvelles idées de lecture. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du podcast des livres et des lettres.